Mais quand je commence à faire le tour de toutes ces opérations, de toutes ces situations, de toutes ces révélations, je découvre effectivement que l'être humain est multidimensionnel, mais qu'il n'est qu'une petite pointe. C'est-à-dire, c'est un peu comme un cône. Vous prenez un individu, vous creusez ce qu'il est et vous vous montrez que ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre à l'infini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'ouverture infinie de type conique qui fait la valeur de notre investigation. Or, le rationaliste, c'est-à-dire celui qui est malade de la raison, se limite, quelquefois de manière forcée d'ailleurs, à la raison, c'est-à-dire au support des cinq sens. Encore une fois, vous enlevez les cinq sens, il n'y a plus rien. Alors, si on parle du prophétisme, le prophétisme aussi, c'est quelque chose qui nous relie à quelque chose d'extérieur. Absolument, à une intuition. C'est quoi? C'est Dieu? C'est quoi? C'est encore d'autres entités. En fin de compte, vous globalisez en fait toutes les entités, toutes les forces qui seraient extérieures à l'humanité. Intérieures, oui, mais alors en même temps, elles sont extérieures et intérieures. Enfin, je veux dire, elles sont entrées dans l'humanité, mais en fin de compte, c'est comme si tout ce qui... Oui, elles vont interférer, en tout cas, elles vont contrôler quelque part. Non, pas contrôler. Donner des flashs et des orientations. Oui. Et les mettre en garde. Oui. L'être humain, il est bien en lien avec d'autres espaces, avec d'autres consciences. Vous êtes d'accord avec moi? De l'espace-temps. De l'espace-temps. Tout à fait, il est bien en lien. Et c'est moi, personnellement, de ma place, c'est là qu'il détient sa conscience, sa nourriture et son échange. C'est là les informations. Enfin, il tire un certain nombre d'informations de ces entités. Oui, des entités. J'aime pas le mot entité. Je préfère d'autres espaces. Mais dans son incarnation biologique, il est un animal intelligent. Oui. Or, le tort de la science moderne, c'est de le limiter à ça. Il est beaucoup plus qu'un animal intelligent. Parce que, précisément, il est une créature douée d'autre chose. Pour moi, j'aime pas l'animal intelligent. Non, mais il l'est de toute façon. Oui, mais il est plus que ça. Je n'aime pas le mot. Alors, pour revenir au phénomène prophétique, oui, parce que c'est... c'est d'abord et avant tout un phénomène, disons, religieux, puisque les prophètes étaient censés dispenser une parole divine, surtout dans les cas de mise en garde, lorsque la société, le groupe social se dégrade. Oui. Régulièrement, il faut le remonter. Enfin, on connaît bien ça à travers l'Ancien Testament, tout à fait. Mais pas seulement, on le connaît aussi à travers la Grèce antique, Rome antique, l'Inde, la Sibylle. C'est une sorte de révélation à travers un médium. Donc, certains prophètes ne sont pas comme des médiums, c'est-à-dire ils ne rentrent pas en transe. Moi, il m'arrive de connaître le passé ou le futur de certaines personnes, rien qu'en leur prenant la main, mais il faut que j'ai pas mal de whisky dans la tronche. Oui, il faut qu'ils soient complètement désinhibés. Non, parce qu'il faut que je sois désinhibé. Eh bien oui, vous êtes désinhibé, vous n'êtes plus dans donc au niveau rationnel, je ne suis pas capable de le faire. Par contre, vous êtes plus je peux faire des prophéties. Lorsque je fais une conférence, ça m'arrive de parler, puis brusquement, j'ai une idée qui me sort. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, 2 fois de suite. Je faisais une conférence sur justement le futur du monde 2012, etc. Et en 2009, je dis à l'assistance, oh là là, je sens le vent souffler là brutalement. On était le 29 décembre 2009. Il y a eu cette fameuse tempête. Et il y a eu la tempête 15 jours après. Or, il y a plusieurs personnes qui ont enregistré ma conférence et qui m'ont dit, mais dis donc, tu avais prophétisé la tempête. Il y a eu une préscience. Oui, alors bon, c'est un don comme ça, mais qui peut se cultiver, il faut le savoir. Tous les dons d'ailleurs peuvent se cultiver. Ils sont là plus ou moins, comme la peinture, la musique, etc. Tout à fait. Bon. Mais alors ça, c'est quelque chose qui vous est donné par quoi? C'est peut-être une qualité de l'être humain. En soi, oui. C'est une qualité quelque chose qui renvoie à quelque chose d'extérieur. C'est peut-être là aussi on finit par on se fait une idée un petit peu trop limitée de l'être humain parce qu'on ne lui accorde pas certains pouvoirs qu'il a. Oui, de toute façon. Donc à la fois on minimise le rôle de pouvoir extérieur à l'être humain, mais aussi on minimise les pouvoirs de l'être humain. Absolument. Alors pour aller dans ce sens, je rappellerai que les grands yogis nous disent toujours, quand on leur demande comment se fait l'ascension,
et qui nous mettent en garde régulièrement en nous disant attention, car au fur et à mesure de votre ascension spirituelle, vous observerez le développement, l'apparition d'une part et le développement ensuite de certains pouvoirs. Et surtout, ne vous y accrochez pas, car ce sont des boulets, des chaînes, des gare à celui. Alors il y a un film extraordinaire, vous avez peut-être vu une fois, qui s'appelle La montagne sacrée de Jodorowsky, où on voit une scène époustouflante. Le grand spécialiste du tarot. Voilà, exactement, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est un type très sympathique. Chilien d'origine. En fait, il est juif polonais, nationalisé chilien. Oui, bien sûr. Voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Enfin, c'est très marrant. Et il a fait plusieurs films qui sont invisibles, parce qu'ils sont épouvantables. El Topo, voilà, El Sangre, ou bien Le Sable, je ne sais pas quoi. La bande dessinée aussi. La bande dessinée, qui sont très bien, par contre. Et ce film tout à fait incroyable qui s'appelle La montagne sacrée, qui est un véritable film symbolique sur la Chine. Ça ressemble un peu d'ailleurs au film de Sergio Leone et Le Bon, la Brute et le Truand. Oui, mais alors attention, beaucoup plus symbolique. Hein. Oui, non, je veux dire, c'est la même époque. Hein, c'est la même époque. Voilà. Je crois qu'ils se sont inspirés mutuellement. Mais là-dedans, on voit des gens très riches qui ont décidé de changer de vie et qui, après avoir donné leurs biens, leurs titres, etc., sont entraînés par un guide spirituel et certains voient leur pouvoir se développer et certains s'enferment dans la rotation du pouvoir, ils ne peuvent plus en sortir. Alors c'est très intéressant. Donc l'homme a tous les pouvoirs. Et cet homme qui atteint le sommet, c'est-à-dire le nirvana, ou bien si vous voulez, l'éveil, au sommet du Kral, qui physiologiquement correspond à ça, obtient les pouvoirs dits divins. Mais avant d'avoir ça, il peut très bien être, subir un coup de pouce lorsqu'il a certains dons. Pierre, il y a une autre question que j'aimerais qu'on aborde, c'est la question des supports. C'est-à-dire des langages qui permettent de communiquer, comme par exemple le tarot. Voilà. Enfin, l'homme, il y a aussi des façons, des langages qu'on utilise pour appeler, pour communiquer avec une autre. Exactement. Ils servent d'interface. Oui. Je crois que vous, par exemple, dans votre association, vous aviez développé aussi ce qui concernait le tarot, la cabale. Le tarot, la cabale. C'était un ami qui vit d'ailleurs au Canada maintenant, qui faisait des ateliers de tarot, mais à travers un cheminement kabbalistique. D'accord, alors ça c'est très très subtil. Avec les veines de l'âme, ce chemin initiatique de ces veines de l'âme, parce que c'est un chemin initiatique. Absolument, et les veines de l'âme qui correspondent aux 22 caractères de la langue hébraïque. Exactement, voilà. Donc, on est bien d'accord. Voilà. Alors ça c'est effectivement un support qui peut être très puissant si la personne est bien réceptive. Voilà. Mais vous en avez plein d'autres. Vous avez le pendule, vous avez les cailloux, vous avez les coquillages, vous avez le yiking, enfin tout ce qu'on a. Toutes sortes de supports, aussi anciens soient-ils, sont là pour permettre à certains de se trouver une voie plutôt qu'une autre. Comme nous sommes sensibles plus ou moins à certaines choses différentes, certains supports conviendront à certains et pas à d'autres. C'est des chemins. Oui, voilà. Alors moi j'illustre régulièrement, exactement, quand je fais mes conférences dans mon assaut ou ailleurs, je dis aux gens, écoutez, c'est comme pour les religions, la vérité est un centre autour de laquelle tourne un cercle. Elle est unique, sans commencement, sans fin, sans dimension, sans nom. Nous sommes tous éparpillés le long de la circonférence. Et nous nous disons opposés alors que nous allons vers le même centre. Pour les chemins et les symboles et les supports, c'est exactement la même chose. Chaque support est éparpillé, se trouve sur un cercle qui mène à la seule vérité qui est au centre. Et j'aime à dire d'ailleurs, les religions sont à la spiritualité comme les pelures à un oignon. Vous pouvez enlever les pelures, peu à peu, la gangue s'en va et vous atteignez le seul morceau valide qui est le diamant central. Et tous les supports sont valides. Je voudrais savoir, c'est quel genre d'activité, quel genre de service votre association envisage de rendre. Alors, notre association... Est-ce qu'il y a une vocation pédagogique? Voilà, essentiellement pédagogique. Notre association, au début comme maintenant, et plus maintenant qu'au début, parce qu'au début, ils faisaient de la recherche et du laboratoire. Un petit peu. Maintenant, c'est fini. Depuis 10-15 ans, c'est terminé. Donc, notre association se contente d'informer sur tous ces domaines, le public, d'entretenir cette information
de proposer une bibliothèque à disposition. Ah, vous avez une belle bibliothèque. Ah oui, on a 400 titres quand même. Ah oui, quand même. 400 titres. Elle se trouve où cette bibliothèque? Alors elle se trouve dans l'un de mes locaux personnels, donc ça veut dire qu'on me téléphone, parce que je distribue la liste. Oui, vous les apportez à la Voilà, je les apporte à chaque séance, et on me les rend entre 3 semaines et 4 semaines après. Alors ces ouvrages couvrent tous les pans qu'on vient d'évoquer, que ce soit la radiesthésie, l'astrologie, la parapsychologie, les écrits philosophiques et les psychologies. Donc il y a une statistique qu'on peut sortir en disant quels bouquins sortent le plus souvent, qui les utilise, etc. et à quelle heure. Donc notre vocation est d'abord une vocation d'informer le public, et c'est pour ça que la mairie nous tolère. Parce qu'on se contente. de Bordeaux, la mairie de Talence ou de... Ah non, on n'est pas à Talence. Non, mais vous êtes où? Nous, on est à Bordeaux. Vous êtes en rapport avec la mairie de Bordeaux. Voilà. À laquelle on nous dessine. Oui, d'accord. Alors, on reçoit toutes sortes d'intervenants, de très loin, parfois. Et on propose des ouvrages en prêt, et on propose des ateliers. Alors, moins nombreux que les conférences, évidemment. Alors, ces ateliers, qu'est-ce que c'est? Alors, ces ateliers sont des petits stages d'une demi-journée ou d'une journée, pour expérimenter un cas particulier d'une des conférences. Exemple, le chamanisme. Voilà. Vous avez un conférencier qui vient parler du chamanisme, et donc il dit ce que c'est, comment ça se pratique, dans quelles circonstances, etc. Alors les gens disent, ah, on aimerait bien faire un stage. Paf, on fait un atelier. En 2 morceaux, par exemple, en 3 morceaux, etc. Donc les gens là vivent carrément l'atelier. Alors ça peut être un atelier de tarot, on en a fait des dizaines comme ça. De tarot. Oui, on a même fait des ateliers binômes, c'est-à-dire on mettait 2 personnes en présence qui tiraient les cartes pour l'une et l'autre. Et ça leur permettait d'expérimenter un peu la sensation. C'est ce que j'ai fait moi en astrologie en atelier. Ben voilà, très bien. De chacun, et puis on essayait de faire rendre ça vivant, de partager. Voilà. Voilà. Oui. Alors on fait aussi une chose que ne font aucune autre association, je tiens à le préciser ici. On informe nos adhérents et nos visiteurs de l'existence des autres assos. Et oui, parce que figurez-vous que moi, quand j'ai repris les rênes de cet asso, le CDIM, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de contacter les présidents d'autres assos et de leur suggérer de se réunir. Ça, c'est une Alors, vraie idée. on va commencer par échanger nos programmes. Donc ça s'est passé sans problème. Mais dès qu'il s'agit d'aller un peu plus loin, immédiatement, barrage partout. Veto. Pas veto, mais barrage. Résistance. Non dit. Oui. Alors j'ai essayé de poser la question, on m'a dit, mon pauvre ami, mais tu fais peur à tout le monde. Ils ont tous peur que tu bouffes l'assaut d'un coup. Donc comme ça, d'une bouchée. Oh, ben, j'ai dit, écoutez les gars, moi je n'y peux rien. Je veux seulement me rapprocher parce qu'on est, on est tout petits. Nous avons 50 adhérents, après en avoir eu 200 dans les années 80. Moi, dans les années 90, que je dis au second, j'ai fait une association angulaire, on avait 400 adhérents. Et ben voilà, alors je suppose que ça a fondu. Ah non, après moi je suis partie, je l'ai laissé, voilà, et c'est vrai que ça a fondu. Parce qu'il faut quand même être dynamique hein, quand on veut. Ben oui, voilà, quand on a quelqu'un. Voilà, exactement. Alors donc nous informons nos adhérents et nos visiteurs des autres assos. Il y en a une qui est spécialisée en radiesthésie, une autre qui est spécialisée en astrologie, une autre qui est spécialisée, enfin, qui est plutôt orientée vers les contacts avec les médiums et les défunts, etc. Une autre qui a disparu, mais qui faisait un peu tout avec des gens très célèbres, donc il fallait payer très cher leur revenu. Parce que nous avons une politique qui consiste à ne jamais rémunérer un intervenant. Par contre, on invite à dîner et on lui rembourse ses frais, ce qui est normal. Et il vend ses bouquins. Oui, et puis il fait des ateliers. Donc voilà. Mais c'est tout, on ne va pas plus loin. Alors, tout ça, ça fait une énorme organisation parce que notre bureau, c'est-à-dire moi-même, le secrétaire et le trésorier, en fait, c'est surtout moi qui travaille. Et il se trouve que les adhérents ne font pas grand-chose. Ils viennent, ils écoutent, ils sont à la récréation. Dans toutes ces associations. Au spectacle. Voilà. Ils sont là pour se nourrir et ils ne veulent surtout pas participer à la cuisine. Voilà. Comme c'est bien dit. Mais tout à fait. Comme c'est bien dit, exactement. Oui, ça Alors, nous avons créé un site en 2006. Vous n'avez pas été consulté?
Non, justement. Bon, alors sur la doc, c'est marqué. Hein. Parce qu'ils ont Internet. Voilà, on est à 55 000 visiteurs depuis juillet 2006. Bon, c'est pas énorme, enfin, c'est convenable. Ça fait 10 000 par 12 000, 15 000 par mois, par an. C'est pas mal. À peu près 1000 par mois. Oui, voilà, à peu près 1000 par mois. Bon, nous avons eu des adhérents qui sont venus grâce à ce site. Bon, je reconnais que le site n'est ni esthétique, ni très bien organisé. Donnez-nous le nom du site, enfin le code. Alors, les www.cdim33.com. Très facile à retenir. 33 à cause de la Gironde. Bon, alors dans ce site, j'ai mis un peu de tout. J'ai mis un paquet de mes propres articles dans différentes revues que j'avais publiées sur la mystique, le prophétisme, la parapsychologie, etc. Sur les techniques médicinales curatifs, c'est un gros domaine aussi qu'on aborde. On a souvent. Ah oui. On sur le aborde de l'alternative, voilà. Passer par autre Toutes les médecines parallèles, on en parle, que ce soit, disons, les médecines phytothérapiques, l'ostéopathie, et puis les médecines à base de plantes comment ils s'appellent, de Bach. Les fleurs de Bach. Oui, les fleurs de Bach. Le problème, c'est que les astrologues, eux, ils n'aiment pas tellement qu'on les intègre dans des ensembles aussi vastes. Hein. Ah, pour eux. Vous trouvez? Comment? Vous trouvez? Enfin oui, je peux vous assurer que les astrologues ne veulent c'est pas le cas ils ont le problème de la promiscuité. Oui. Non, mais c'est pas le cas de José de Bétaillol, qui m'a demandé depuis 6 mois d'écrire dans son petit canard qui s'appelle L'Écho d'Hermès des articles qui totalisent 2 ou 3 pages. Et j'en ai déjà écrit 4. Oui. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'astrologie. Oui, mais écoutez, c'est bon, d'accord, alors peut-être qu'elle est très ouverte à ça. Mais ailleurs il y a une discrimination très nette de la part des astrologues. C'est possible, oui. Qui ne veulent pas mais ça, c'est vrai dans tous les corps de métier, si on peut dire. Ah oui, non, mais les astrologues, ils ont une idée très, ils ne veulent pas... Mais ils ont bien tort, parce que quand on voit la carte, j'ai un immense poster qui représente un homme lié à l'univers, et on voit le symbole de chaque signe sur le corps humain. Exactement, oui. Or ça, c'est une image qu'on voit rarement. Oui, l'homme zodiaque. Voilà, c'est l'homme zodiaque. Or, c'est la réalité, car chaque signe correspond à une fonction, à un organe, etc., qui le relie à l'univers. Tout à fait. Et si l'astrologue est ouvert, il se dit, raison de plus pour apporter... Moi, personnellement, moi je travaille avec toutes ces outils. Ah non, mais attendez, on ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. La fermeture, ça veut dire que je ne vois pas la lumière. Alors que le prof d'astrologie, c'est s'ouvrir à l'univers. Voilà. Alors pourquoi faire? Je vais pas. Donc on est tout à fait d'accord. Effectivement, ça, après, il y a tout le tour. Moi, je fais partie de ce tour. Alors l'erreur, oui, bien sûr. Oui, mais elle va très loin, Lida, Lida Thémo, parce qu'elle considère que il faut combiner, quand on fait une étude astrologique, il faut tenir compte de tout un ensemble d'autres facteurs. Alors, si on peut, c'est très bien de combiner ça avec d'autres méthodes divinatoires. Ou même tout simplement tenir compte du conditionnement, du contexte, de la religion, tout ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si vous voyez, c'est le grand problème, moi je parle au nom un peu de la BOC, les savoirs sont un peu noyés dans l'ensemble. Oui, alors c'est un risque, mais bon, vous savez, avant qu'ils soient vraiment noyés, comme j'aime le dire dans mes conférences, l'homme est constitué à 50 ans, c'est-à-dire à peu près à l'âge où il va s'arrêter de continuer une maturité, maximum, il est constitué de X% d'un certain nombre de choses, dont X% de sa signature astrologique. C'est la première chose. Il n'est où, quand, comment, clac. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il est constitué du milieu culturel, religieux dans lequel il vit à Y%. Il est constitué de son environnement professionnel, il est constitué, etc. C'est une hérédité. Total 100%. Si on veut décrire un bonhomme, il ne faut pas oublier tous ces éléments. Oui. Mais le départ, c'est effectivement les X% de signature astrologique. Tout à fait. Moi, je n'aime pas qu'on dise que... C'est le noyau dur. C'est le petit noyau. Voilà. Moi, il n'y a pas un outil n'est pas noyé à côté d'un autre outil. Je vais vous prendre quelque chose de très pragmatique. Quand un enfant va à l'école, au lycée, il a des cours de français, de maths, de ci, de ça. Est-ce qu'il y a une matière qui est plus noyée qu'une autre? Non, elle fait cette entité. Voilà. Mais au niveau pédagogique, c'est exact ce que vous dites. Mais vous savez très bien que chacune de ces disciplines a
sa propre histoire, et que même si on enseigne la physique, même s'il y a un professeur de physique ou un professeur d'histoire ou un professeur de géographie, on sait très bien que ce ne sont pas les mêmes disciplines, elles sont simplement enseignées ensemble. Oui, c'est pas au niveau de la pédagogie que ces choses se jouent, ça se joue en amont, ça se joue au niveau des chercheurs. Et c'est pas parce qu'on enseigne à la fois l'histoire et la physique ou les mathématiques qu'on va considérer que ce sont des disciplines qui ont quelque chose à faire ensemble. Non, elles sont simplement proposées conjointement pour la formation des gens. Vous auriez dû regarder le film, l'émission, la dernière émission de Bogdanov. Oui. Qui parle du cerveau droit et du cerveau gauche. Oui. Alors justement, nous découvrons aujourd'hui, sur le plan scientifique, une réalité que les yogis connaissent depuis 6000 ans. Oui, c'est que le cerveau droit, qui est plus intuitif et spirituel que le cerveau gauche, est sous-utilisé dans notre conception moderne du monde. Or, le fait de faire certains types d'exercices, d'étudier certaines matières, etc., permet de basculer plus favorablement vers ce fameux cerveau droit que si on ne parlait pas du tout de certaines choses. Moi, je suis 100% pluridisciplinaire. D'abord dans la formation professionnelle, parce que je suis scientifique ouvert à plusieurs domaines. Ensuite, parce qu'en tant que fils de diplomate, j'ai vu beaucoup de choses différentes dans le... Et oui. Or, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que lorsqu'on se contente de braquer un objet avec un faisceau à partir d'un seul point de vue, on oublie tout le reste. Quand il est éclairé de tous les points de vue, à ce moment-là, l'objet apparaît là toute seule. Exactement, c'est pour ça, moi je... Et c'est dans sa totalité qu'il nous intéresse vraiment. Ceci dit, ça n'empêche pas du tout un spécialiste d'arriver à la vérité à travers son propre chemin. Exactement. Parce que vous avez parlé de l'astrologie, vous ne vous contentez pas de dire, l'astrologie, parce qu'en fait, par exemple, vous dites qu'il faut corriger l'astrologie. Oui, mais ça, c'est un problème de méthode. Oui, mais en fait, je veux dire que c'est pas un problème de principe. Voilà. C'est vrai que, à partir du moment où vous combinez avec beaucoup d'autres choses, même si un savoir est faux, on ne s'en apercevra pas. Oui, parce que ça sera complété par autre chose, ça sera rajouté. Je vous donne un exemple mathématique. Ça, c'est un autre intérêt de changer de domaine. La diététique, voilà, c'est ça. La diététique, par exemple, vous prenez une viande qui n'est pas de très bonne qualité, mais vous la cuisinez comme il faut, vous rajoutez un peu des choses, et puis ça se mange. Oui. Donc le problème, c'est qu'à force de rajouter des choses, on finit par ne plus avoir le produit tel quel. Non, c'est pas totalement exact. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. On a l'exemple en mathématiques pures. Les chercheurs en mathématiques, dont vous connaissez le nom de générique qui s'appelle Bourbaki, oui, Nicolas Bourbaki, refondent régulièrement, à très haut niveau bien sûr, ce qu'on appelle la base mathématique de tous les enseignements. Bon, c'est parti de la théorie des ensembles, etc. Puis régulièrement c'est refondu, puis ensuite on en présente une version édulcorée pour l'enseignement, même l'enseignement supérieur, parce que je peux vous dire que lire 3 lignes d'un bouquin de Bourbaki, il faut se lever de bonne heure. C'est dur. Or, ils refondent. Oui, et c'est ce qu'il faudrait faire. Mais c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les disciplines, pas seulement l'astrologie. Dans l'astrologie, il faut aussi le faire. Il faut il y aurait un travail de refonte. Améliorer un certain nombre de choses. Exactement, de refonte et notamment de refonte méthodologique, en faisant bien la part des choses. Oui, parce qu'il faut savoir que tous les domaines, quels qu'ils soient, c'est pas seulement l'astrologie, traînent avec elles des milliers de superstitions, comme des casseroles. Des choses qui se sont accumulées, des corruptions, des choses qui sont... Alors moi, ce que je pense, c'est que puisque nous arrivons au fin du cycle, que je pense, c'est que tout ça va exploser dans les années qui viennent, et une révélation planétaire va se produire. Tout à fait. Tous ces savoirs vont être réformés, réajustés, décantés, purifiés. Définitivement. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, avec un élément complémentaire, c'est qu'on aura probablement, enfin je l'espère en tout cas, enfin la révélation des civilisations qui nous ont précédés avant le déluge, et il y en a déjà eu 3 ou 4. Ces fameuses humanités, vous savez, dont on parle, la Lémurie, l'Atlantide, l'Hyperborée, etc., qui sont à la source de nos connaissances actuelles. C'est-à-dire c'est encore une autre dépendance, c'est là. C'est une dépendance historique. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes tout ce qui peut remettre en perspective l'astrologie primitive des Chaldéens. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a dessiné, par exemple, Pégase comme si sur cette constellation-là, et pas un cheval, alors qu'on aurait pu mettre la grande ours, on aurait pu mettre une casserole qui existait dans l'ancien temps aussi. Tout cela a un sens culturel très ancien.
qui veut dire quelque chose, c'est pas gratuit. Alors justement, une question que je voudrais vous poser, parce que moi je m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas que justement certains savoirs très anciens mais qui ont été un petit peu perdus ou qui ont été un petit peu déformés, beaucoup perdus et beaucoup déformés, oui. Est-ce qu'il y a peut-être des instances dans l'au-delà qui essayent de les faire réapparaître sous leur forme pure en fait? Non. Il y en a, mais elles ne sont pas dans l'au-delà. Enfin, si, elles sont dans l'au-delà immédiat. C'est ce qu'on appelle les démons, les anges déchus, qui vivent à la fois dans l'atmosphère terrestre et sous terre, et dont le travail consiste à nous dominer de manière permanente. C'est ce que, par ailleurs, on appelle Matrix, voilà, qui domine l'humanité depuis un certain temps, après avoir contribué à la pousser à droite ou à gauche. Seulement, voilà, elles sont dans une situation d'interdit. C'est-à-dire que le plan de Dieu ne prévoit pas et ne veut pas que ces puissances-là, qui existent et qui perdurent, jusqu'à ce que ça se termine prochainement, continuent à donner du sens à certaines anciennes sciences, qu'on appelle la science des dieux, parce qu'elles sont perverses. Ce sont des bribes de science qui mènent à l'impasse et non pas à la libération. Oui, d'accord, mais monsieur Guyader, malgré tout, vous êtes d'accord sur le fait que vous dites vous-même qu'on va réformer ces savoirs. Oui, mais là, il faut bien qu'il y ait un projet. Il faut bien qu'il y ait un projet quelque part dans ce sens. Oui, il y aura un projet. Qui existe peut-être dans l'autre côté. Il y a un projet. Ouais, et on aura même donc il faut bien que, donc c'est bien ce que je suis en train de dire. Donc ils vont redonner à l'humanité les vrais outils. Oui. Parce que souvent, ce sont des outils qui après un désastre, d'abord. Et le problème, c'est de savoir si justement l'astrologie telle que nous la connaissons n'est pas complètement frelatée. Alors, elle n'est pas complètement frelatée, Dieu merci, mais disons qu'elle est bancale, d'une part, et d'autre part, moi je vous dis, en 2011, l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de troubles. Alors justement, revenons là-dessus, parce que c'est... Ça va être pire que 2012, hein. Je le vois très mal, hein, 2012. Alors, donc, pire que 2012, ça sera avant 2012. Donc 2012, par rapport à 2012, ça sera plus calme en 2012 qu'en 2011. Ah oui. On a deux trous terrifiants, 2011 et 2013. Entre ces deux trous, on a une légère remontée 2012 et un réajustement galactique du plan astronomique de l'écliptique par rapport au plan galactique. Mais l'année prochaine, les gens ne s'imaginent pas, il va y avoir même une menace nucléaire mondiale. Pouvez-vous nous dire sur quelle base vous dites cela? Sur des tirages astrologiques précis, au niveau mondial. Moi, l'astrologie ne m'intéresse pas au niveau individuel. Oui, d'accord. Donc vous avez une compétence au niveau de l'astrologie mondiale. Oui, mais ça je ne le dis pas parce que à ce moment-là, vous avez toutes les radios et télévisions qui vont venir. Oui, d'accord. Et on a 50% de chances de se tromper sur ce qu'on dit. Oui. Mais malgré tout, vous ne serez pas le premier astrologue. Mais c'est normal qu'on ait 50% de chances de se tromper, parce que malgré tout, dans cette humanité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, M. Aldron, pour moi, personnellement, je trouve que tout bouge. Oui, ça bouge. Donc, comme tout bouge, effectivement, tout est en mouvement, et ce qui peut être dit aujourd'hui, il suffit que une forme pensée change, et ça fait tout bouger. Donc, vous dites, il y a 5 minutes en arrière, ça fait partie du passé. C'est un peu comme l'effet papillon. Voilà, exactement. Oui, c'est le sentiment de l'incertitude des choses. Exactement. Donc, souvenez-vous le facteur perturbateur, voilà. Ça c'est Tout elle est hyper consciente de la perturbation. Alors, on revient à la théorie de la physique quantique, Heisenberg, qui disait le fait d'observer un objet en physique quantique perturbe son évolution. Et c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à la fois sa vitesse et sa position future. Donc, moi, Seulement, voilà, le problème, c'est qu'il ne l'avait pas dit, mais il le pensait, c'est qu'en fait, la conscience humaine, en observant le monde, interagit avec elle de manière fluidique. C'est pour ça qu'il y a ces 50% voilà. Mais on est à la fois dans une période dramatique, à mon avis, et dans une période merveilleuse. Merveilleuse. Donc, il peut y avoir des prises de conscience. Vous allez voir des choses étonnantes, non seulement à la fin de cette année, mais l'année prochaine, comme vous n'imaginez même pas qu'elle puisse exister. Mais vous le dites uniquement sur la base de l'astrologie? Non, sur la base de pressentiment. Ah oui. Et aussi sur le fait que, je ne vais pas aller vous raconter qu'on est venu me voir de l'au-delà pour me dire ceci ou cela. C'est faux. J'ai beaucoup de pressentiments quand il s'agit, un peu comme Victor Hugo, d'avoir une vision de la société, une vision du monde. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que je lis des tas de nouvelles et je fais une synthèse et
il ressort une sorte de conclusion. Et c'est cette conclusion qui a de la valeur, non seulement au niveau rationnel, mais au niveau intuitif. Mais malgré tout, ce que vous dites, vous avez besoin de l'astrologie pour le... Je n'ai pas besoin, mais souvent c'est conforté par l'astrologie. Et j'ai plusieurs astrologues qui travaillent pour moi. Vous vous appuyez aussi sur l'astrologie pour... Voilà, qui me disent, tiens, attention à tel conforter mon intuition personnelle. Ce qui a émergé de vous. Voilà. Enfin, vous pourriez quand même nous dire, c'est quand même pas un secret d'État, vous pouvez quand même nous dire sur quelle configuration vous appuyez, ou votre équipe, puisque vous avez une équipe d'astrologues apparemment. Oui, enfin, on ne peut pas appeler ça une équipe, mais disons des amateurs astrologues. Oui, qu'est-ce qui envoient des infos. Alors, les infos, alors quels sont les... on est quand même, moi je suis, enfin, on est quand même intéressé par ces aspects des choses, comme vous le savez. Donc finalement, qu'est-ce qui leur fait dire ça? Eh bien, certains ont fait des essais un peu comme André Bardot, concernant des zones ou des pays. Alors toute la difficulté, c'est savoir l'heure de naissance du pays. Oui, c'est pour ça. Qui donne des configurations extrêmement néfastes. Par exemple, en mars 2011, entre Uranus, Pluton et je ne sais quoi, et qui marque clairement une menace de type plomb-uranium. Or, le plomb et l'uranium, c'est quoi? C'est la bombe nucléaire, c'est la menace nucléaire. Ou Moyen-Orient, par exemple. Oui. Bon, vous avez quelques configurations comme ça qui sont très négatives. Ça ne veut pas dire que ça va effectivement s'abaisser aussi bas, parce qu'il y a un problème d'intensité de l'effet. Il sera peut-être faible. Nous avions prédit avec ces personnes que juillet, août, septembre serait très mauvais en Asie au niveau climatologique. De cette année? Oui, on l'a prévu en janvier. Oui, d'accord, c'est bien. Et effectivement, vous avez vu le Pakistan, vous avez vu la Chine, vous avez vu une partie de l'Inde, vous avez vu, etc. La Chine pour les tremblements de terre. Nous sommes effectivement dans des grands bouleversements, voilà, ça c'est certain, Mais moi j'inclus ça, si vous voulez, dans la fin du cycle Maya de 2012. C'est-à-dire qu'on arrive au terme du grand calendrier Maya qui s'appelle le Complon, comme je le dis dans mon bouquin, et je vous l'ai dit d'ailleurs à vous dans l'interview de mars. On arrive à la fin d'un cycle, ça ne veut pas dire que tout va disparaître. Il ne faut surtout pas aller dire qu'il va se passer exactement comme le dit 2012 avec le film de... Comment il s'appelle déjà le cinéaste si connu là, qui a fait un autre film extraordinaire d'ailleurs qui s'appelle Le jour d'après. Ça m'échappe. Oui, le froid. Heyman. Oui. Bon, tout ne va pas s'écrouler d'un coup car nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Mais par contre, nous sommes dans une configuration où la société, ce que j'appelle industrielle, bourgeoise, et d'origine occidentale, parce qu'il faut oublier qu'on a 2 siècles et demi, 3 siècles et demi à tout casser. Qu'est-ce que c'est que 3 siècles et demi dans 10 000 ans d'histoire? C'est rien. Donc c'est terminé pour ce qu'on connaît depuis 3 siècles et demi. Allez, voyons là, 3 siècles et demi. Moi, personnellement, je pourrais faire un peu l'avocat du diable. J'ai l'impression qu'effectivement, là, ça confirme ce que je craignais, c'est qu'effectivement, vous êtes parti en guerre contre notre époque, d'une certaine manière, contre notre civilisation. Non, je constate que c'est le 9, et le 9 qui se couche à l'ouest, c'est la fin. Oui. C'est le signe de la fin de quoi? C'est la fin de l'humanité qui est ressortie du déluge des survivants et qui a rebâti quelque chose. Et la fin a été annoncée il y a 2000 ans par Jésus, le Nazaréen, fils humain de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité, pour annoncer au monde la fin des temps. Sans leur dire qu'il s'agissait des 2000 ans qui allaient venir, mais pour nous préparer à cette fin. Et cette fin correspond à 2 choses. Elle correspond à la disparition de certains types de civilisation et à l'éclosion d'une nouvelle ère, dans laquelle nous allons évoluer désormais. Mais attention, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui seront éliminés définitivement. Beaucoup de choses qui seront éliminées définitivement. Mais peut-être que tout ça, ce n'est que... c'est de l'alchimie. Peut-être. Oui, mais raison de plus, ce que j'allais dire, ça regarde dans le cadre de l'alchimie, c'est peut-être tout ça, un changement de conscience, tout simplement. Oui, mais c'est pas seulement ça. On perdra nos corps dans des violences inimaginables. On perdra nos corps physiques. Dans les 3 ans qui viennent. Vous
échéance à 5 ans maximum. Donc si on se revoyait dans 5 ans, le monde aurait totalement... là pour me demander de vous dire quelque chose. Ah oui, d'accord. Vous ne serez plus là. Non. Il n'y aurait plus personne ou moi Si, spécialement? Il n'y aurait plus beaucoup de gens encore. Oui. Mais n'oubliez pas que 2 tiers de l'humanité peuvent disparaître en quelques semaines. On a l'impression que vous savez quelles sont les personnes qui seront là et celles qui ne sont pas là, c'est ça? Non, je ne les connais pas individuellement, mais je peux vous dire qu'une grande partie de l'humanité aura définitivement disparu. J'entends corporellement. Oui, non mais c'est déjà pas mal, c'est déjà assez gros. On est 6 milliards. Bon, allez, 6 milliards. Vous faites 2 tiers de 6 milliards et vous voyez ce qui reste comme population humaine sur la planète dite Terre, qui aura changé de nom entre-temps, qui aura changé d'aspect. Alors dans mon bouquin, Le Grand Livre des Prophéties, j'annonce la plupart, pas toutes, parce que j'en ai oublié, j'annonce la plupart de ces cataclysmes qui sont en fait la coquille de l'œuf qui va craquer parce que le poussin va sortir. Parce que c'est nous l'œuf. Nous sommes la surface des choses. Il y a une nouvelle civilisation qui est en gestation. On va avoir des leurres. Il va même y avoir, je vous annonce un leurre qui est imminent pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais qui serait d'origine humaine avec l'aide de Matrix. Et qui va nous faire croire qu'on est attaqué par une puissance extraterrestre, alors c'est complètement faux, il y a longtemps qu'ils nous auraient attaqué s'ils voulaient le faire, pour nous imposer le silence et nous mettre sous son joug. Parce que là, elle n'arrive pas, elle a beau essayer par la vaccination, elle a beau essayer par tel événement, par telle chose, Matrix n'a pas encore le contrôle de la situation des 6 milliards d'humains. Vous voulez dire qu'on va vouloir essayer de créer un gouvernement mondial en laissant entendre qu'il y a une crainte extérieure qui fait qu'on va laisser de côté nos divisions. Voilà, et tous s'unir autour de qui? Autour d'un sauveur, donc il faut foutre le merdier avant, c'est-à-dire qu'il faut flanquer un certain nombre de catastrophes pour justifier sa venue. Et cette puissance, qui existe depuis très longtemps, elle est connue sous un nom très connu, sauf qu'elle a eu des antécédents, des précurseurs, elle a un système de pensée qui est déjà là depuis très longtemps, elle s'appelle l'Antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant le retour du divin. Mais vous savez qu'on en parle depuis longtemps, parce que finalement, moi qui suis historien du prophétisme, c'est pas la première fois qu'on annonce des choses catastrophiques. Non, mais ce sont les étapes. Mais je veux dire que c'est... Vous avez 3 étapes principales. La Première Guerre mondiale, enfin non, la Révolution française, qui est le coup de gong qui annonce la fin de la religion. La Première Guerre mondiale, qui est la première hécatombe européenne. La deuxième, qui est la première hécatombe vraiment mondiale. Et la troisième moisson, alors, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale. Elle est à venir? Elle a déjà commencé depuis 30 ans, au niveau économique, au niveau des répartitions locales, et elle va sur son apothéose dans les années qui viennent. Et elle est destinée à faire la moisson. Exactement comme quand vous êtes paysan, vous faites la moisson de votre blé, ben qu'est-ce que vous faites? Vous coupez le blé pour récolter le grain. Nous sommes le blé d'une autre civilisation, d'une autre puissance. Ah oui. Qui se nourrit de nous en quelque sorte. Oui, ça c'est un concept de la Matrix. Oui, vous avez vu le film Matrix, effectivement, les humains ne sont là que pour donner de la chaleur, ou je sais pas quoi, à une autre civilisation. Alors, c'est une vision, je conçois que c'est une vision religieuse de la société, que l'on n'est pas du tout obligé de partager. Mais il se trouve que pour différentes raisons, à la fois scientifiques, personnelles et intuitives, j'ai fait converger plusieurs choses, le facteur scientifique, le facteur intuitif, ésotérique, etc., et le facteur religieux proprement dit, c'est-à-dire la vision mystique du monde. Nous ne vivons pas dans une rationalité, nous vivons dans une vision mystique, dont la rationalité constitue des épines. Mais enfin, évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec monsieur Guyader. Ne vous laissez pas influencer. Non, je ne me laisse pas influencer, mais vous êtes de quel signe, vous? Je suis cancer. Parce que j'aimerais bien voir... Ascendant poisson. Ah bon, oulala, j'ai peur. Non, mais j'aimerais bien que vous donniez, que vous réagissiez de façon personnelle. Je veux bien réagir de façon personnelle. Mais faudrait-il d'abord pouvoir en placer une? Mais justement, c'est pour cela que je crois qu'il faut vous laisser la parole. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Là, avec cette vision. Ah non, du tout. Voilà, je ne crois pas du tout à ce que
3 quarts de l'humanité va disparaître. Non, pas 3 quarts, 2 tiers. 2 tiers, c'est pareil. Hein. On ne va pas chipoter. Hein. On ne va pas chipoter. Voilà. Au point où nous en sommes, de plus ou de moins. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'effectivement, il y aura des grands bouleversements. Je crois qu'effectivement, comme il y a des catastrophes et tout ça, mais je crois plus à une prise de conscience, à une transformation de cette humanité pour qu'elle soit beaucoup plus riche et équitable. Mais pas, on ne va pas passer pour arriver à quelque chose de meilleur par ce type d'épreuve. Voilà. Effectivement, la prise de conscience, ça je suis d'accord avec vous. Par les bouleversements, je suis d'accord avec vous. Mais cette épreuve très dure et très, à mon sens, pour moi, elle n'a pas, je parle de sens, hein, elle n'a pas de sens par rapport à l'évolution de la Terre. Non, je n'arrive pas à le ressentir comme ça. À la limite, je n'ai rien de palpable, je n'ai rien de scientifique. Ça, c'est mon ressenti, mon intuition qui me fait dire non, je n'y arrive pas. Je trouve que l'humanité mérite mieux. Voilà. En fait, alors, dans mon bouquin que vous n'avez pas lu, je rappelle que Ossendowski, vous vous souvenez d'Ossendowski? Oui. Celui qui avait été dans l'Himalaya. Oui. Il a rencontré ce qu'on appelle depuis le roi du monde. Oui. Et les lamas qui sont autour de lui. Une question qui se pose d'ailleurs, c'est est-ce que le roi du monde, c'est le prince de ce monde? Grande question, je ne pense pas, heureusement. Donc le roi du monde a fait dire par ses lamas que la grande... D'abord, il avait annoncé la guerre 39-40 et le nazisme, on va dire très précis. Et il avait annoncé une immense sécheresse qui bouleverserait complètement la planète 100 ans après. On en est à 20 ans. La sécheresse est commencée depuis une vingtaine d'années. Elle commence à arriver... Le réchauffement. Oui, pire que ça. Le vent de sable est en train d'arriver au Maroc du Sud. Les températures s'élèvent de manière anormale, le vent souffle, il arrive jusqu'ici par la voie des pluies. Or, cette sécheresse qui a été annoncée il y a quasiment un siècle, fin du 19e siècle, il y a plus qu'un siècle, et a édité il y a un siècle, parce que le bouquin est sorti longtemps après. Il est en train de se manifester un peu partout, en n'en parlant pas aussi de la fonte des glaces, etc., qui va faire monter l'eau, et il faut voir la carte. Hein. Quand vous regardez la carte de l'humanité de satellite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des loupiottes le long des bords de mer partout, c'est les villes, c'est la pollution lumineuse des villes. La majorité de l'humanité se trouve sur les bords des côtes. Ces bords de côte vont être ravagés par la montée des eaux. Le premier va être le Bangladesh et la Hollande. Là, il y a déjà eu des problèmes. Oui, c'est pas fini. Et la Hollande, c'est également très, très fragile. En 2 jours, vous pouvez ne plus avoir de Hollande du tout. Oui. Si ça monte brutalement et qu'il y a un raz-de-marée, pouf, terminé. Faut pas... Moi, personnellement, je vous dirais une chose. Je dirais, moi, ce que vous me dites, ça ne me gêne pas. Et je dis pourquoi pas, parce que simplement que vous ne parlez pas d'astrologie. Alors, c'est-à-dire que... Pourquoi vous dites ça? Non, parce que moi, je ne pense pas que l'astrologie soit capable de parler de ces choses-là. Donc, je ne dis pas que... Non, mais attendez, je donne mon point de vue, parce que moi-même, je suis quand même un chercheur, je suis quand même très engagé dans ce domaine-là. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a des éléments qui sont d'ordre astrologique, il y a d'autres éléments qui viennent se rajouter, qui peuvent être de toute autre nature. Bon, à ce moment-là, donc, moi, je veux bien, effectivement, tout. Moi, je ne peux absolument pas intervenir sur d'autres sujets que l'astrologie. Effectivement, il est possible qu'il y ait des choses qui mais en revanche, cette utilisation de l'astrologie me déplaît. Parce que je crois que l'astrologie n'est... En fin de compte, on s'est beaucoup servi de l'astrologie pour faire des choses. Moi, je crois beaucoup... Pour moi, l'astrologie, c'est une sorte d'horloge qui est récurrent depuis des millénaires et qui n'est pas du tout censé s'arrêter, qui n'est pas du tout censé... Quand vous dites l'horloge,
vous regardez l'horloge, vous dites, ben tiens, dans 3 heures, les aiguilles de l'horloge seront à minuit. Vous venez de faire une prévision qui correspond à la mécanique de l'horloge. Il n'y a pas de nouveauté dans l'horloge, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais justement, c'est ça. C'est notre ignorance qui est... Oui, mais enfin, je veux dire que l'astrologie, alors peut-être autre chose. C'est comme par exemple, si je vous disais, par exemple, il y a un calendrier, même pendant la Seconde Guerre mondiale, on disait, voilà, on est tel jour. Bon. Donc, si vous voulez, ce calendrier peut évidemment rendre compte d'autres choses ou cohabiter avec d'autres choses, mais le calendrier en lui-même n'est pas porteur de quoi que ce soit. Ah non, il est simplement un révélateur. Or, l'astrologie, pour moi, non, mais même pas. Ça fait partie, c'est comme si je vous disais, les gens vont continuer à manger, ils vont continuer à dormir. Pour moi, l'astrologie, c'est de cet ordre-là. Ce sont des choses. Si vous voyez dans un thème un problème de type gastrique. Oui, mais alors, si vous voulez, vous pouvez en déduire qu'il y aura peut-être quelque chose. Oui, mais ça, c'est aussi pour moi une astrologie dévoyée, voyez-vous. De toute façon, on va pas. Mais on est d'accord que l'interprétation est toujours sujette au cosmos. Non, mais je veux dire qu'il y a des formes d'astrologie qui ont été utilisées pour comprendre les crises, pour comprendre les maladies, etc. Mais finalement, à mon avis, ce sont des déviances. L'astrologie saine, c'est une astrologie qui nous explique vraiment comment fonctionne l'humanité. Mais sans l'humanité au sens basique du terme, c'est-à-dire par quel processus l'humanité se développe, mais sans entrer dans des grands développements sur la fin des temps ou sur quoi que ce soit. C'est simplement une base. Bon. Et moi, l'utiliser pour autre chose, pour l'utiliser non pas pour moi, l'astrologie, c'est ce qui permet, c'est un peu un contrepoids, c'est-à-dire c'est un garde-fou. C'est un peu, au contraire, c'est justement le rappel d'un certain nombre de lois qui sont permanentes et qui sont constantes. Par contre, si on veut introduire des facteurs, disons, effectivement, extraordinaires, des facteurs qui viennent tout d'un coup comme ça, qui interviennent, on peut faire appel à autre chose. Et moi, je suis, en tant que gardien, si on peut dire, de l'astrologie, je n'apprécie pas cette utilisation de l'astrologie. D'accord. Je ne remets pas en question du tout ni vos impressions, ni vos prophéties, mais par contre, et je suis d'accord aussi qu'il y a des astrologies qui vont dans votre sens, mais à mon avis, ce sont des utilisations un petit peu dévoyées de l'astrologie. Des utilisations perverses. Oui, c'est-à-dire que mais vous avez cette intuition vous-même, vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'astrologie, elle a été aménagée à toutes sortes de sauces, il y a eu des choses qui ont été rajoutées, des choses qui ont été enlevées. Donc effectivement, tout simplement perdu. Mais si vous voulez, globalement, si vous voulez simplifier ce que je voulais dire, il y a d'un côté les choses qui sont de l'ordre de la constance. Le jour et la nuit, le sommeil, la nourriture, il y a des choses qui sont là, qui sont imperturbables, je veux dire, qui ne sont jamais perturbables. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'imperturbable, et il y a des choses qui sont de l'ordre de la perturbation. Alors, il faut les deux. Hein. Même quand un être humain est en crise, en dépression, il continue à manger, il continue à dormir, et son corps continue à fonctionner. Donc, si vous voulez, il y a deux disciplines qui s'opposent. Il y a une discipline qui parle du fonctionnement des choses, que les saisons se suivent, des choses banales. C'est des visions mécanistes. Voilà, donc il y a un côté mécaniste essentiel au fonctionnement de l'humanité, et puis il y a d'autres disciplines qui, elles, s'intéressent à la linéarité, à des choses extraordinaires, à des choses exceptionnelles. Moi, personnellement, je préfère que l'astrologie soit du côté de cette... Moi, je n'ai pas de préférence. Je vais vous donner un exemple concret sur la non-mécanicité absolue de l'astrologie, comme de toute autre science d'ailleurs. Et pourtant, c'est très prédictif. Ma mère m'a avoué, il y a très longtemps de ça, qu'à une époque, elle avait rencontré un astrologue pour voir un peu ce qu'il lui disait sur ses années à venir. Et il lui a dit, madame, attention, vous allez rentrer dans la maison du mariage dans les 2 ans qui viennent. Maison 7, par exemple. Si vous ne vous mariez pas pendant cette période, vous ne vous remarierez jamais. Oui. Alors vous allez me dire, c'est justement ça qui l'a peut-être influencé pour se marier. Oui. Bon, peut-être, mais ça c'est vrai de toute chose. Oui. Or, il y avait une prédiction qui avait une fin. C'est-à-dire, il y avait un commencement et une fin, on sort du cycle. Une fenêtre. Une fenêtre, claque terminée. Échéance. De la même manière, quand on entend aujourd'hui un certain nombre de gens, savants ou pas, qui disent « Oh, mais il n'y a pas de problème, la Terre continuera à tourner comme elle a tourné depuis toujours. » C'est faux. Oui. Car on sait aujourd'hui, et Dieu sait si ça a été dit par des fantaisistes bien avant, que la Terre, l'axe de la Terre a bougé
dans les millénaires passés, et que si nous étions heurtés prochainement par un bolide, eh bien, je peux vous dire que ça ferait mal. Et que, à ce moment-là, même si l'axe de la Terre ne bouge que de 1/100e d'arc, c'est comme une bassine pleine d'eau. Vous verriez des raz-de-marée gigantesques, des tsunamis, etc., passer sur les continents. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que rien, d'abord, n'est éternel, rien n'est mécaniste à 100%, et l'élément prévisionnel est souvent impossible, parce que... je vais vous répondre, Serge. Vous voyez, c'est un peu... Je vais vous répondre, Serge, je vous dirais, effectivement... on ne peut pas exclure. Si vous voulez, il faut distinguer deux choses. Que éventuellement le système astrologique puisse être perturbé de façon fondamentale par des événements, pourquoi pas? Je veux bien l'accepter à la limite. Mais que l'astrologie serve à annoncer cela, c'est un autre problème. Non, bien sûr. Non, mais je veux bien imaginer que quelque chose vienne perturber, mais... Bon, moi, c'est pas ça que je dirais. Si vous dites, non, moi ce que je ne vous permets pas, si on peut le dire, c'est d'utiliser l'astrologie pour annoncer ces phénomènes-là. L'astrologie, elle n'est pas de ce côté, elle n'est pas de ce côté-là. Vous pouvez dire que les phénomènes qui vont arriver vont mettre fin à l'astrologie ou vont mettre fin au cours normal de certaines choses. Ça, je veux bien l'accepter. Que quelque chose vienne perturber un système, je veux bien l'accepter. Mais utiliser le système pour annoncer sa propre perturbation, c'est là que ça ne va pas, voyez-vous. Parce que là, vous êtes en train de dire que l'astrologie, qui est justement de l'ordre de l'imperturbable et de la mécanique, est porteuse elle-même d'une information sur le fait qu'elle va être détruite ou qu'elle va être perturbée. Et ça, c'est un peu trop, voyez-vous. Ah, d'accord. C'est un peu trop. Moi, je veux bien qu'elle soit détruite, que tout soit modifié, que les relations, que les conditions qui permettaient à l'astrologie de fonctionner ne sont plus remplies, pourquoi pas? Mais ça n'est pas dans son propre système que vous allez le lire. Vous pouvez dire, c'est comme si je vous disais, par exemple, il y a une personne qui va vous assassiner, et bien d'accord, je peux imaginer que quelqu'un va vous assassiner, mais c'est pas vous qui allez vous assassiner vous-même. Enfin, je veux dire, on pourrait... Quoi que vous pourriez éventuellement être suicidaire. Tout système étant fini, et dans le temps et dans l'espace, porte en lui la graine de son extinction. Oui, on veut bien la mettre, mais pas au point de tirer de l'astrologie elle-même l'information de cela. Il y a d'autres disciplines, là il faudrait quand même faire un point d'ordre. Il y a des disciplines qui sont parfaitement faites pour annoncer que des phénomènes vont se perturber, mais il y a aussi, bien évidemment, et ils vont perturber quoi? Ils vont justement perturber le cours normal des choses, donc ils vont être dans la dialectique. Il y a des éléments qui sont à perturber, des éléments qui vont perturber. Donc l'astrologie ne fait pas partie des éléments qui sont censés perturber le monde, mais elle peut faire partie des éléments qui vont être perturbés. Donc il ne faudrait pas, c'est pas du tout le même rôle. Elle peut être victime des processus qui vont se produire, mais elle ne va pas déclencher ces processus. Il va y avoir d'autres disciplines qui peuvent les déclencher. Je voudrais que vous nous parliez avant votre départ. Oui, parce que là, il va falloir dans 5 minutes. Oui, d'accord. Donc après, nous, on va continuer à discuter avec Lida, à moins que vous partiez vous-même. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette question? Enfin, je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu un dada, mais bon, je ne sais pas si vous avez des choses à dire à ce sujet. Mais est-ce que vous avez... Parlez-nous un peu de la femme, de l'homme et de la femme. Ça veut dire, est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de vos réflexions? C'est un sujet qui ne fait pas partie de mes réflexions. Ça fait partie aussi des éléments fondamentaux du fonctionnement de la société. Donc, oui, mais ça c'est... Est-ce que ça va changer? Parce qu'aujourd'hui, reconnaissons que notre civilisation a tendance à vouloir perturber certaines vérités. Et comment? Elle ne les respecte pas, elle les nie. Donc effectivement, là effectivement, on est d'accord. Donc il y a des éléments fondamentaux qui ne sont plus reconnus. Donc quand une humanité déjà commence à s'auto-perturber, jusqu'où ça peut aller? Eh bien, je pense que ça ira, mais à beaucoup plus long terme, vers la synthèse de l'homme et de la femme, qui ont une réalité historique essentiellement raciale et destinée à la reproduction, et réalité qui s'estompe. Quand on fera les enfants par éprouvette. Moi, je vais vous dire, écoutez, je vais être très franc, je suis quelqu'un qui est contre l'homosexualité, qui est pour la famille, qui est contre l'avortement. Or, qu'est-ce que je vois? Je vois tout le contraire qui se passe. Mais j'ai un espoir en me disant peut-être que ce sont les prémices d'un bouleversement important pour que l'humanité, à travers ses individus, revienne à son état initial qui était une androgynie.
l'androgynie est probablement la structure de la première humanité qui n'était ni homme ni femme et qui n'avait pas besoin de se reproduire. Et c'est à partir du moment où elle a continué à descendre dans la matière biologique qu'elle est devenue séparée, c'est-à-dire qu'il y a eu un couple, homme-femme, ce que rappelle la Bible au passage, pour permettre la reproduction animale, comme tous les animaux, et en particulier les mammifères. Donc, bien que je sois hostile à un certain nombre de comportements humains qui, à mon avis, détruisent la société, mais pas seulement au plan physique et social, mais au niveau moral. Enfin, nous ne sommes pas maîtres, malheureusement, de ce qui se passe. Et est-ce que ce n'est pas plutôt des prémices qui montrent que le masculin et le féminin sont en train de se rapprocher, d'où les phénomènes marginaux qu'on voit, la révélation de l'homosexualité en particulier, mais qui disparaîtra dans un certain temps, pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus d'hommes ni de femmes, parce que l'humanité nouvelle qui arrive n'aura pas plus besoin de se reproduire de manière biologique. Elle pourra se reproduire de manière artificielle. Oui. Oui, avec une nouvelle conscience. Si c'est ça, alors il faut attendre que l'épreuve passe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, dans le fond, je suis d'accord. Effectivement, nous sommes dans une grande transformation de conscience, dans une grande transformation de société. Effectivement, on est au carrefour d'une civilisation. Mais ça, si on regarde l'histoire de l'humanité, j'aurais tendance à dire, rien qu'en se pensant sur l'histoire de l'humanité, on n'a rien inventé. Hein. Je suis peut-être dure là, hein. On n'a rien du tout inventé. Par contre, que va-t-il se passer dans ces grands carrefours? Qu'est-ce qu'on va en faire? Je pense que personne n'a encore n'a encore la solution, ni le résultat de tout ça. On ne sait pas. Je ne peux pas dire qu'il va se passer ça et ça. Effectivement, astrologiquement, il y a de grandes transformations, de grands changements, mais dire qu'il va se passer tel ou tel événement, moi, je préfère opter pour la sagesse. La sagesse, parce que quand on explore l'histoire de l'humanité, on a vu quand même que l'être humain a toujours, quelque part, est toujours sorti a toujours eu ce regain de vie, de conscience, d'en faire quelque chose. Donc je parie sur l'humain, sur sa conscience, sur sa beauté. Oui. Je parie sur lui. Moi, c'est là où est mon pari. Oui, mais apparemment c'est lui, il parie, il fait le pari inverse, effectivement. Mais non, je ne peux pas faire le pari inverse, parce que si j'explore l'histoire de l'humanité, effectivement c'est encore plus dur que... Effectivement, on le voit qu'il y a des bouleversements. Regardez toutes les inondations, on voit tous les tremblements, on voit tout ce qui se passe. Il y a des choses qui bougent. Mais de là à dire qu'un tiers, ou le 2 tiers, ou le 3 tiers, ça m'est égal, de l'humanité va disparaître, moi ça me dérange. Moi ça ne me dérange pas du moment qu'on ne met pas ça sur le compte de l'astrologie. De toutes les manières... Du moment qu'on ne fait pas dire à l'astrologie des choses qu'elle n'a pas à dire. De toutes les manières, ce n'est pas la place de l'astrologie. L'astrologie peut effectivement dire qu'il y a des passages, ou comment dire, il y a des transits qui font que nous sommes à des carrefours importants, oui, mais c'est moi qui suis au volant de la voiture, hein. C'est pas le voisin, c'est moi. Individuellement, chacun est au volant de sa voiture. Donc, nous allons prendre ce virage et nous allons essayer de le prendre sans faire de dégâts. Oui, tout à fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je ne peux pas prédire, ça me dérange sérieusement. Si je prédis, c'est que je ne laisse aucune liberté à l'autre, si je lui prédis quoi que ce soit.
je le prive de sa liberté. Bien sûr. Et je n'ai pas le droit de le priver de sa liberté. Je peux présumer, je peux supposer, je peux éventuellement être qu'une lampe pour éclairer parce que la nuit est sombre, mais c'est pas moi qui vais dire qu'il va prendre ce chemin, ce chemin, ce chemin, et c'est qui va prendre surtout ce chemin. Non, parce qu'il y a plusieurs chemins qui se présentent à lui. Il y a plusieurs façons d'aller dans une direction. Hein. Dans une route, c'est comme une carte géographique. Hein. Vous n'avez pas qu'une seule route. Vous êtes d'accord avec moi? Si je décide aujourd'hui d'aller à Paris, je peux prendre l'avion, je peux prendre la voiture, je peux prendre le train, mais je vais toujours à Paris. Mais je peux pas, moi, je veux pas que l'autre en face de moi qui va me dire « tu vas prendre l'avion ». Non, je ne sais pas ce que je vais prendre. Ça dépendra de beaucoup de paramètres.